Bonjour à tous, bienvenue dans QTechnik pour une nouvelle vidéo, zoom sur une plateforme. On a déjà fait Apple TV+, on a déjà fait Prime Video, on a déjà fait Disney+. Aujourd'hui, on s'attaque à Netflix, un gros morceau. Bonjour à toi mon cher Greg, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien. Moi, quand je te vois aussi poilu, ça me rappelle vraiment tout le sud de la France, quoi. C'est ça qui est beau. Et oui, alors vas-y, dis-nous tout sur Netflix, des infos, et après on donnera notre avis sur la plateforme, ce qu'on en pense en ce moment. Est-ce que notre avis a évolué au fil du temps ? C'est parti. Eh bien, alors des infos, il y en a pas mal cette semaine sur Netflix. Donc, il y a déjà, on en parlait dans la vidéo news qui est sortie un peu plus tôt dans la semaine, il y a eu, pour la première fois, ou en tout cas, pour la première fois, il y a eu une perte d'abonnés chez Netflix. Alors attention, la perte d'abonnés, en fait, c'est plus 500 000 abonnements, mais 700 000 de moins, puisqu'ils ont coupé les abonnements en Russie. Donc ça fait moins 200 000. Par contre, ils n'ont pas atteint les objectifs de nouveaux abonnés qu'ils auraient dû atteindre. Ce qui fait qu'en bourse, ils se sont fracassés. C'est 2, blablabla. Ils ont annoncé qu'ils avaient... je retrouve mes notes. Mais ils auraient perdu 54 milliards de dollars de valorisation suite aux ventes massives de l'action. Donc c'est pour vous dire que ça a un petit impact. Et aussi que Netflix est vraiment sous le microscope de Wall Street et de savoir si oui ou non ils vont performer. Est-ce que c'est vraiment un modèle qui est viable sur la durée ou pas ? Ils ont l'air d'avoir quand même beaucoup moins de marge de manœuvre qu'avant. Et ces deux informations amènent à plein de choses. Alors, la première, c'est qu'aux États-Unis, ils sont en train d'investiguer de manière très sérieuse, et visiblement, ça va être mis en place dans pas longtemps, des abonnements avec des options qui donneraient de la pub. Donc en gros, vous paierez moins cher que votre abonnement 4K HD, etc. Mais il y aurait de la pub avant, milieu, fin, ça on n'en sait rien, des films. Donc c'est vraiment... C'est plus aussi d'ailleurs. C'est retour à la télé à l'ancienne, ce qui est juste dingue. Enfin, c'est tellement loin de ce qu'était la promesse de Netflix que je trouve ça fou. Du coup, le président de Netflix, il avait fait alors, je sais même pas, des centaines d'annonces en disant Netflix, il n'y a pas de pub, machin, etc. Donc là, c'est petit rétro-pédalage en mode moonwalk. Et il expliquait qu'en fait, lui, il croit surtout au fait qu'il faut la liberté de pouvoir faire le choix. Donc ça, c'est vraiment le mec qui a pas de tiep. Et autre info, c'est que du coup, ils vont repositionner, ils devraient en tout cas repositionner, c'est ce qu'il disait, la politique sur les comptes partagés. Alors, Daniel a préparé une petite photo d'un tweet qu'avait fait Netflix en 2017, qui disait que l'amour, c'est l'addiction, mais que l'amour, c'est aussi le partage des mots de passe. Ça, c'est 2017. Aujourd'hui, Netflix, ils déconnent plus du tout avec le partage. Ils annoncent qu'ils auraient 100 millions d'abonnés en moins à cause du partage de mots de passe, que c'est une calamité pour la plateforme. Et alors, c'est un calcul. Voilà, il sort de... On ne sait pas. Parce que est-ce que tous les gens qui se partagent des mots de passe achèteraient vraiment, prendraient vraiment l'abonnement ? Bon, je ne suis pas sûr, mais ils annoncent que c'est 100 millions d'abonnements. Et ton avis là-dessus ? Sur le partage des abonnements ? Bah justement, est-ce que toi tu partages ton abonnement ? Alors, comme c'est pas dans les conditions générales de vente, je te dis non. Le truc, c'est qu'en fait, alors l'histoire du partage des abonnements, en fait, il y a quelques autres news qui tournent autour. La première, c'est qu'en fait, il y a très très concrètement des usages complètement illégaux, notamment aux États-Unis, de ce partage d'abonnements. Il y a des plateformes en ligne qui proposent d'acheter en fait un compte partagé. Donc tu achètes juste d'avoir le mot de passe du compte partagé et c'est $1 pour 10 jours. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment des gens qui payent vraiment pour avoir Netflix en mode discount en utilisant le système des comptes partagés. Donc ça, effectivement, ça paraît assez légitime que Netflix n'ait pas envie d'avoir d'autres personnes que eux qui vendent leurs abonnements, surtout à prix moins cher.
Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, dans un entretien qui a eu lieu entre l'équipe dirigeante de Netflix et les actionnaires, ils ont expliqué que ça fait déjà plus d'1 an qu'ils étaient en train de faire des tests. Alors, ils appellent ça des light tests, donc des tests légers, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, et donc des tests légers sur justement des moyens de bloquer le partage d'abonnements, qui sont arrivés il y a quelques mois à des tests concluants sur certaines de ces techniques qui ont été faits sur des comptes pilotes aux États-Unis, mais qu'ils pensent que pour pouvoir que ce soit mis en place mondialement, c'est le responsable des opérations technologiques, dont j'ai complètement oublié le nom, qui annonce qu'il faut compter au moins 1 an. Bon, donc c'est pas tout de suite maintenant, mais c'est pas dans des années non plus. Donc l'histoire du partage des abonnements, je pense qu'il faut se faire à l'idée que d'ici une bonne année, 2 années max, c'est fini. En tout cas, quand ils disent ça aux investisseurs, si c'est pas rendu, l'action elle va encore se péter la gueule, ils auront encore moins d'argent, etc., etc. Donc concrètement, ils vont être obligés de travailler sur ça. Le dernier point, qui est un point qui est intéressant et qui est un point qui va nous toucher encore plus concrètement, c'est un espèce de changement de politique sur la création de contenu sur Netflix. Alors en fait, visiblement, le comité dirigeant, donc son gérant mais aussi le responsable des contenus, sont arrivés à une conclusion qui est qu'ils préfèrent mettre de l'argent sur des contenus premium qui ont tendance à amener... Donc en gros, pour eux, il y a 2 types d'abonnés. Il y a les abonnés qui ont leur abonnement à l'année et qui regardent à peu près tout ce qu'il y a sur Netflix. Donc ça, ils sont contents, ils en ont plein et ils ont l'impression qu'il va y avoir une croissance naturelle, mais que ça ne va pas changer le monde. Par contre, il y a une quantité de personnes qui s'abonnent et se désabonnent à Netflix en fonction des grosses sorties. Et c'est eux qui vont être leur première cible sur les prochains mois et prochaines années. Et visiblement, ces personnes qui s'abonnent et se désabonnent à Netflix très régulièrement sont des personnes qui viennent pour les très gros shows, typiquement Stranger Things. Et donc, eh bien, comme c'est des personnes qui s'abonnent pour Stranger Things pendant la période et qui se désabonnent direct, eh bien, qu'est-ce qu'a prévu Netflix ? Eh bien, il donne plus de budget à cette série, donc 30 millions de dollars par épisode, ce qui est vraiment beaucoup pour une série Netflix. Et cette série va être diffusée en 2 parties, ce qui est donc une nouveauté, chose qu'il n'y avait pas eu avant sur Netflix. Il y avait la première partie qui sort le 27 mai et la deuxième partie le 1er juillet. Donc 2 parties. Alors, vous allez me dire, c'est pas 6 mois, etc. Oui, mais c'est 2 parties. Donc l'histoire de on va tout binger sur ton canapé, c'est un peu en train de vaciller. L'autre point, c'est l'apparition de films à très très gros budget sur Netflix. Donc le Gray Man, qui est donc le nouveau film des frères Russo, qui est avec Chris Evans et plein d'autres acteurs dont j'ai complètement oublié le nom. Ryan Gosling, Ana de Armas et Roger René Page, l'acteur de Bridgerton. Et eh bien donc lui c'est un film à 200 millions de dollars, donc le plus gros budget jamais mis sur la table par Netflix. Donc des velléités à faire moins de très gros, mais des gros budgets très bien pour que ce soit la série, le film dont tout le monde parle et qui justifie l'abonnement. C'est un changement de shift majeur puisque les quelques dernières années, le but c'était d'avoir le plus gros catalogue possible. Donc en gros, on file un peu à tout le monde, on file un peu à tous les pays, on file un peu à des séries en Corée, en France, en tous les pays que vous voulez, et on voit ce qui sort, qu'est-ce qui est bien, ce qui est pas bien, annulation directe, ce qui est bien, saison 2. Et on le voit bien, donc ça, on avait déjà fait une vidéo sur la stratégie Netflix, puisque c'était clairement la volonté, c'était tout devait être à suite possible, puisque le but c'était d'avoir cet abonnement périn pour de nombreuses personnes. Le Squid Game, bon, c'est argent donné en Corée, ça fonctionne bien, fin ouverte, on fait une saison 2, il y a pas de débat. Donc en gros, si on revient et qu'on mixe, et qu'on fait un peu le bilan de toutes ces infos sur Netflix, en vrai, bon, c'est relou parce que c'est clair que
entre les hausses de prix, le fait qu'on ne pourra plus partager son abonnement, etc., ça veut dire qu'on risque de payer la plateforme Netflix d'une manière ou d'une autre plus cher. Sauf si vous êtes en mode moi je veux que de la HD, je suis OK pour de la pub, etc. Et où là l'abonnement sera au mieux au même prix qu'actuellement. Mais globalement, Netflix va être plus cher. Ce qui va être... On peut aussi leur dire d'aller se faire cuire un œuf. Hein. Enfin, je veux dire, la question de... Le prix de la plateforme sera plus cher. Après, le truc, c'est que tu payes ou tu payes pas. Ça, personne t'a mis un flingue sur la tête. Oui, bien sûr. Oui. Donc, en gros, le truc, c'est que donc, la plateforme, elle sera plus chère. Donc ça a l'air d'être une réalité... C'est déjà une des plus chères, en plus. Hein. C'est déjà une des plus chères. C'est une qui a le plus de... Enfin bref, c'est une des plus chères. Point. Ça risque de continuer à être le cas. Et donc Netflix continue d'essayer de se positionner dans une logique de on est la plateforme prioritaire, les autres c'est votre deuxième abonnement, votre troisième abonnement, etc. etc. Donc ça a l'air d'être vraiment poussé à l'avenir. Le fait qu'il y ait des velléités d'avoir des séries de meilleure qualité avec plus gros budget et peut-être un petit peu moins... en vrai, moi, ça me va bien. Parce que si on regarde le but, la stratégie il y a 3 ans, dont on a vu les fruits il y a 2 ans et l'année dernière, qui était on produit tout, mine de rien, l'époque où il y avait des Umbrella Academy, où il y avait ce côté un petit peu événement. Alors, je parle même pas au début quand il y avait House of Cards, mais les séries Netflix étaient des événements. Le problème des séries Netflix, c'était les Marvel Netflix. C'était des séries qu'on attendait. Pour moi, le seul problème, c'était qu'elles étaient bingées, vite consommées, vite oubliées. Mais ça restait des séries. Il y avait une chape de qualité sur Netflix qui était importante. Je le sens moins en ce moment. Les dernières saisons de House of Cards, il y a vraiment ce côté... J'ai même envie de dire, s'il n'y avait pas Cullen Click, je ne sais même pas si je m'intéresserais à toutes les nouvelles séries qui sortent sur Netflix. Et combien d'entre vous ne savent même pas quel est le film ou quelle est la nouveauté de la semaine dernière sur Netflix. Donc, s'il y a un peu plus événementialisé, meilleure qualité, moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Ça me va mieux que de produire pour produire. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est un jeu à beaucoup plus de risques sur Netflix. Parce que là, je parle de Stranger Things saison 4, qui est à plus gros budget, mais Jupiter Legacy, qui est une série d'il y a plusieurs mois, était une des séries de cette nouvelle politique avec plus de budget, une série qui se voulait qualitative. Bon, fait est que cette série, elle a divisé Kerr et moi, mais le monde était pas trop divisé. Les gens étaient plutôt de l'avis de Kerr que c'était pas bien, et les gens comme moi qui pensaient que c'était une série à potentiel étaient en minorité, et la série a été annulée direct. Et du coup, il y a vraiment ce côté, on prend des risques, comme c'est beaucoup d'argent, si ça marche pas, si ça ne transforme pas en abonnés, si les abonnés ne... Alors vous vous souvenez, on avait parlé dans la vidéo précédente des KPI, de qu'est-ce qu'ils regardent pour voir si une série est un succès. Et en fait, sur YouTube par exemple, si on voit qu'une vidéo a 5 millions de vues, peut-être que c'est une vidéo qui a fait 5 millions de personnes, admettons, qui ont regardé les 10 premières secondes ou 15 premières secondes et qui se sont barrés, et en fait la vidéo est nulle et c'est juste qu'elle a profité d'un buzz. Netflix ne regarde pas ça, Netflix regarde le temps regardé et l'investissement que les gens ont mis. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont venus pour une série et il n'y a que elles qu'ils ont regardé cette semaine, ce mois-ci? Est-ce que c'est cette série qui a justifié l'abonnement? Et en fait, ce genre de métrique qui est très très... qui est tourné que autour de Netflix, ils sont très brutaux avec ça. C'est-à-dire que si une série comme Jupiter Legacy n'engage pas, eh bien, elle est annulée en quelques jours, quelques semaines après, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se faire à ça, quoi. Si vous n'êtes pas du côté du vote de la majorité, votre série niche sera dézinguée, quoi. T'en penses quoi de tout ça, mon cher K? Il y a plusieurs trucs. Le partage de compte, je pense que c'est une rupture avec l'identité Netflix, tu l'avais dit. Et je pense qu'il joue vraiment avec le feu, parce que là, concrètement, si on me dit tu payes, tu peux plus partager ton compte, on a augmenté les tarifs,
Bah, je vais y réfléchir. Comme j'ai réfléchi à la dernière augmentation de tarifs, là, quand ils sont passés à 18 €, je me suis désabonné pendant. Alors, je me suis pas désabonné, j'ai réduit volontairement mon abonnement pendant plusieurs mois, juste comme ça, en tête de con. Et je pense que s'il y a plus de partage de compte, ça sera la même. Donc je suis pas certain qu'ils vont gagner autant d'abonnés que ça. Alors mathématiquement, ils devraient en gagner. Mais est-ce qu'ils vont gagner des gros abonnés, par exemple, des abonnements premium? Je sais pas. L'histoire de la pub, bah Disney Plus en parle également, donc ça a l'air d'être dans la tendance. Alors l'idée, c'est d'accepter la pub mais de payer moins cher l'abonnement. Pour ceux qui sont d'accord, allez, on va dire pourquoi pas. Sur la nouvelle stratégie, moi, il y a un élément que dans les dernières infos qui sont sorties sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est l'annonce d'un financement complètement pharaonique avec la Corée du Sud pour une production massive de contenu sud-coréen. Alors, ça n'est pas que lié au succès de Squid Game, mais on en parlera dans une vidéo parce que c'est un sujet que Greg, tu aimes bien. Mais c'est très intéressant. Et sur la politique globale, où tu parles de grosses productions, mais en même temps moins de séries, j'ai envie de te dire que finalement, la dernière année leur donne un peu tort. C'est-à-dire que les gros succès de Netflix, contrairement à Disney+, par exemple, Disney+, on sait le gros succès, c'est Mandalorian, pas de surprise. Les séries Marvel, pas de surprise. Prime Video, ça va être ce qui vont pousser le plus les gros succès. Netflix, on les voit pas arriver les succès. Et c'est ça qui est intéressant avec et qui est étonnant avec cette plateforme. Squid Game, personne aurait parié qu'il y ait un phénomène sur ce truc. Bridgerton, la même chose. La série qu'on a évoquée là récemment, je vais retrouver le nom, qui est en train de cartonner. Alors il y a Anatomie d'un scandale, pareil. C'est sorti le vendredi. J'ai regardé ça, là c'est en train de faire un carton. J'avais jamais entendu parler de ce truc avant que ça sorte. Earthstropper, c'est pareil. Business Proposal, ça cartonne. On a eu la série, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, avec Serge Le Mito, qui marchait très bien. Lupin, on s'attendait pas à un carton pareil. Et ils ressortent même des vieux films, tu sais, qu'ils ajoutent au catalogue et qui font des cartons sur Netflix. Je pense que les distributeurs auraient aimé que ça marche aussi bien au cinéma. Donc là, si tu permets, j'ai donné mon avis sur la plateforme. Et tu veux le faire après ou on inverse? Ben non, bien sûr, j'espère que tu le fasses en premier. Eh ben alors, mon avis sur la plateforme évolue énormément. Pour être très honnête avec vous, on avait fait cette vidéo il y a longtemps. Et on l'avait fait, et ça on le savait pas, juste avant que Netflix annonce énormément de choses, qui fait que cette vidéo, du coup, n'avait plus d'intérêt. Donc là, on l'a refait aujourd'hui, et entre ces deux moments, mon avis a changé. J'étais très critique à l'époque, et là, je le suis beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas chez Netflix. L'augmentation tarifaire. Cette espèce de politique agressive aujourd'hui qui part du principe que voilà, on est les leaders mondiaux, ok, on n'a pas peur de la concurrence, et je pense qu'ils ont plus ou moins raison de ne pas avoir peur de la concurrence. Pour moi aujourd'hui, il y a qu'une seule plateforme qui vraiment est la grosse concurrence il y a Prime et puis il y a Disney Plus aussi, mais c'est vrai que HBO Max apparaît comme pour moi la plus grosse concurrence aux US. Mais ils sont au-dessus Netflix. Alors c'est vrai que au niveau financier, c'est un colosse au pied d'argile, mais pour l'instant, ça tient. Donc, c'est un service qui a des défauts. Donc, j'ai parlé du prix. J'ai parlé de la politique. Là, je vais en parler, que tu as évoqué tout à l'heure. On allume une série, parce que c'est vrai que ça gave. Moi, il y a plein de séries. J'ai été à un moment donné dans une période où je ne regardais plus aucune série création originale Netflix tant qu'il n'avait pas annoncé la deuxième saison. Et les rares fois où je n'ai pas respecté ça, c'était justement pour faire des vidéos sur la chaîne, comme tu l'as dit pour Jupiter Legacy, et le nombre de fois où ils arrivent derrière et qui disent non mais désolé, en fait on annule. Il y a eu la série avec Ali Berry qui démarrait bien, où elle était cosmonaute, annulée. On a eu Jupiter Legacy qui a été annulée. On a eu la série Curse qu'on avait suivie sur la chaîne, annulée aussi. Il y en a beaucoup.
Le truc, c'est qu'à côté, objectivement, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas annulés. Il y en a aussi qui sont renouvelés. Et là, il y a même une tendance. Alors, bon, tu le dis, ils découpent les parties, les séries en plusieurs parties. Donc là, ils veulent faire ça pour Stranger Things. Ils font ça aussi depuis un certain temps sur les dernières saisons pour essayer de créer une hype. Donc Ozark a eu 2 parties, La Casa de Papel a eu plusieurs parties. Mais là, on est même parti, tu vois. Mais c'est une mode qui est globale, hein, parce que AMC a même découpé la dernière saison de The Walking Dead en 3 parties. Donc en fait, c'est 3 saisons, hein, soyons lucides. Et en fait, bah, c'est le modèle qui avait été lancé par Breaking Bad notamment sur sa dernière saison, qui était divisé en 2. Mais alors, ils font ça, ce découpage de parties, mais il y a un truc qu'ils font aussi qui est intéressant, c'est pas toujours, mais un petit peu, ils commencent à le faire et à creuser cette idée-là, c'est quand ils annulent une série, pour éviter la shitstorm qui va accompagner, ils proposent un film. Alors ça, c'était une politique qu'on avait notamment beaucoup chez HBO. Alors on a eu la fin abrupte de Deadwood qui a donné un film Deadwood. On a eu chez Showtime qui appartient à HBO. On a eu la fin abrupte de Ray Donovan qui a donné un film Ray Donovan. Et là, par exemple, The Last Kingdom, la série a été annoncée comme terminée et ils ont dit par contre, on vous fait un film Netflix pour conclure sur les 3 derniers livres qui n'ont pas été adaptés. Alors qu'en plus, ils ont fait une fin de saison 5 qui était très propre et qui aurait été une fin de série très intéressante. Mais donc, si je prends ces côtés négatifs-là qui vont me gaver, mais à côté de ça, il y a vraiment du positif. C'est-à-dire que tu as des surprises en permanence, tu as énormément de contenu. Et au final, ce que je reprochais à Netflix depuis un certain temps, c'est de faire un contenu qui était très lisse, qui m'ennuyait beaucoup, il n'y avait pas énormément de perles. Mais en fait, je me rends compte que c'était pas tout à fait vrai. L'année où j'ai défoncé Netflix, enfin défoncé c'est un grand mot, mais où j'ai davantage accentué un discours négatif, on va dire, sur la plateforme, c'est quand même une année où ils ont sorti les 2 séries que j'ai préférées, c'était Narcos et puis Bly Manor. L'année dernière, c'est encore sur Netflix que j'ai vu la meilleure série qui était Les Sermons de minuit, enfin meilleure série à mes yeux, hein. Et cette année, si je regarde là chaque mois, il y a des petits trucs que j'ai découverts sur Netflix que j'ai appréciés. Alors moi j'aime bien par exemple Jurassic World, la colo du Crétacé. Alors c'est pas dingue, mais ça se laisse regarder. Janvier, chef-d'œuvre avec Afterlife saison 3, la série du créateur de The Office. Ensuite, bah moi je me suis régalé devant Cobra Kai, alors qui était là. On a eu la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre avec Kristen Bell qui était une surprise, personne n'avait vu venir. Bah très bon moment aussi. Le film Massacre à la tronçonneuse, on n'en attendait rien. Au final, il était pas si mauvais que ça. Space Force saison 2 en février toujours. Bah c'est pareil, la première saison était décevante. Moi, j'ai trouvé la saison 2 bien plus réussie. Viking Valhalla, énormément de réserves. Au final, très bonne surprise. C'était une série qui était rondement menée, alors qui avait certains défauts, mais en tout cas qui avait le mérite d'être réussi. Ensuite, Bridgerton saison. Alors moi, j'avoue que je me prends au jeu des Bridgerton. Alors c'est un peu con, mais et c'est un peu cucu surtout. Mais ça marche bien. Et Bridgerton, c'est une série qui est soignée et qui fonctionne bien. Alors il y a eu The Adam Project, on en a parlé, qui était pas folichon. Mais tu vois, en avril derrière, on a The Last Kingdom saison 5 qui est réussi, Anatomie d'un scandale qui est plutôt réussi. Enfin, chaque mois, on a du contenu qui est plutôt quali. Et j'ai pas tout vu. J'ai découvert des séries japonaises, des séries coréennes. J'ai regardé des animes. Alors, tu m'en as beaucoup conseillé. Il y en a beaucoup qui sont sur Netflix. Bref, il y a énormément de contenu. Alors, l'idée ils font moins de contenu pour. J'ai envie de dire que j'y crois moyen, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi qu'ils vont mettre de la thune sur des plus gros trucs, mais ils vont continuer de produire quand même beaucoup de contenu. Netflix, ça sera toujours pour moi surtout la qualité avant la quantité, et dans le lot, il y a de la qualité. Non, j'ai dit l'inverse, c'est ça. Ça sera toujours la quantité avant la qualité, mais dans le lot, il y aura quand même de la qualité. Et c'est ce qui en fait sa force, je trouve. Alors c'est pas la meilleure des plateformes en termes de qualité. Je pense que si vous allez sur OCS par exemple, il y a Euphoria, il y a tout ça qui sont d'énormes claques. Mais sur Prime, il y a aussi En fait, je pense globalement que toutes les plateformes aujourd'hui là ont réussi à avoir leurs perles. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que
Vous pouvez vous abonner à peu près n'importe quelle plateforme. Vous avez au moins 2 excellentes séries à regarder. Là, sur Netflix, il y en a beaucoup. Si vous avez jamais eu Netflix, vous n'avez jamais rien vu de Netflix, là vous démarrez, vous avez les Narcos, Orange is the New Black, BoJack Horseman, vous avez Sense8, la série dont j'ai oublié le nom, qui a été annulée aussi très tôt, qui était folle. Je suis désolé, j'ai oublié. Avec de Brit Marling. On a eu Marco Polo, qui a été un peu ravagé sur la fin, mais qui a été annulé trop tôt aussi. Mais il y a quand même du contenu sur Netflix. Et voilà. Et puis rien que par exemple la série de Ricky Gervais, qui est sortie la dernière saison, Afterlife, c'est vraiment une excellente série. Vraiment une excellente série. Alors oui, ils vont pondre plein de trucs qui sont pas terribles. Mais à côté de ça, il va y avoir des séries qui plaisent beaucoup. Et surtout, ils arrivent à pondre des séries phénomènes. Tu vois, par exemple, All of Us Are Dead. Je l'ai hyper mal dit. Ça a été un carton. Squid Game, ça a été un carton. Là, la série LGBT, c'est un carton. Sex Education, ça a été un carton. Enfin, il y a plein de productions Netflix qui marchent parce qu'ils en font plein. Et souvent, pas souvent, mais en tout cas, ça marche. J'ai un animé que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai adoré, c'est Inside Job, je crois, qui est sorti l'année dernière. Tu vois, c'est sorti, pouf, j'ai découvert ce truc et je me suis régalé. Et je pense que des personnes qui aiment d'autres choses que moi ont à peu près cette vision-là de la chose. Et du coup, tout le monde y trouve un peu son kiff. Tu vois, moi j'aime bien l'anime Pacific Rim, qui n'aura eu que 2 saisons. J'ai pas encore vu la 2e saison. Il y a Ozark, tout le monde en parle. Il y a Juvenile Justice. Il y a plein de trucs. Et puis tu peux regarder des productions qui sont là parce qu'ils ont racheté les droits, mais qui sont des séries de grande qualité. The Office, Brooklyn Nine-Nine, etc. Donc là, objectivement, je suis plutôt satisfait en ce moment de Netflix et je commence à voir Netflix dans sa globalité à moins m'arrêter sur les côtés négatifs. Les côtés négatifs, j'ai mes côtés, je vais focus, creuser pour aller chercher une perle, un truc qui m'intéresse plus. Et toi, mon cher Greg ? Je suis globalement plutôt d'accord avec toi. En fait, si on regarde, je notais là en off un petit peu ce qui m'a marqué. Concrètement, le film qui m'a le plus marqué l'année dernière, c'est Don't Look Up. C'est un film Netflix. Il y a le documentaire qui m'a le plus marqué de ces dernières années, c'est The Last Dance. C'est Netflix. Ouais. Je les ai pas cités, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le truc, c'est que le truc de télé qui m'a le plus marqué, c'est Terrace House. C'est aussi diffusé sur Netflix chez nous. Donc en fait, le truc, c'est que il y a quand même beaucoup de très 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 belles choses sur Netflix. Le problème, c'est qu'en fait, à côté de ces très bonnes choses, on en avait parlé, Jupiter Legacy, essai un peu loupé, mais du potentiel. Les Netflix spéciales, c'est aussi là-dessus que j'ai regardé tous les meilleurs spectacles d'humoristes que j'ai pu voir de ces dernières années. Il y a plein de trucs sur lesquels ils sont ouf. Moi, il y a plein de fois où je m'assois à côté de ma femme, elle est en train de regarder un documentaire Netflix sur... Alors là, c'est choisissez votre jour, quoi. Il y a des jours, c'est sur l'architecture, il y a des fois, c'est sur la bouffe. Et au final, il y a une espèce de chape de qualité minimum des documentaires Netflix qui est assez ouf. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont magnifiques. Il y en a un sur le barbecue. C'est vraiment... les personnes qui ont filmé sont tous des artistes hyper accomplis. Et... et il y en a une palanquée, c'est The Last Dance en documentaire sport, c'est génial, mais pour moi le troisième documentaire sport, le deuxième c'est un autre, le troisième documentaire sport qui m'a le plus noté, c'est Last Chance You, et c'est aussi du 100% Netflix, donc vraiment il y a plein de belles choses et ça donne envie de il y a Formula One aussi que j'ai pas vu. Et mais moi non plus, je l'ai pas vu, mais je veux dire un truc quand même sur Formula One, c'est que le documentaire est acclamé, c'est un événement, etc.
Mais le documentaire Netflix a même un impact sur la politique de la Fédération internationale de Formule 1. J'avais lu ça dans un article. Les spécialistes pourront dire si c'est vrai. Mais ils essayent de rendre un peu plus intéressant pour le documentaire certains aspects du championnat. Et ça aurait eu un impact sur certains résultats. Voilà, il y a des articles à lire et à creuser là-dessus. Vas-y, je te laisse reprendre, mon cher Greg. Et en fait, à côté de tous ces succès qui donnent envie de continuer l'abonnement, il y a à mon avis il y a un petit côté, il y a beaucoup de choses et dedans il y a des trucs qui sont vraiment pas bien et on se demande pourquoi on a regardé. Il y a des séries filler où on a l'impression que les histoires sont étendues, sont étirées. La dernière dernière saison de Stranger Things, pour moi, c'est vraiment, elle est étirée, elle sert à rien, elle a pas l'impact de la saison 1. J'espère que la 4 sera mieux. Umbrella Academy, pareil, on a l'impression que c'est une série étirée. Et donc, il y a vraiment un côté ventre mou dont Netflix est au courant, hein, puisque le responsable des contenus a dit qu'effectivement, il y avait un problème, que les scénarios étaient faits souvent pour 6 épisodes et ils étaient étirés en 8, ce qui est quand même incroyable. Et en fait, donc, ça déjà, c'est un truc qui crée un souci quand on est spectateur et qu'on se dit il y a la moitié de la saison, ils se foutent de ma gueule. Donc ça déjà, ça crée un petit côté, un petit peu de ressentiment. Le deuxième, c'est les live action. Toutes les remakes qui ont été faits des séries animées qui ont été faits en vrai sur Netflix, donc Full Metal Alchemist, Cowboy Bebop. Enfin, c'est pas des crimes, mais ça fait mal à mon cœur, quoi. Vraiment, ça fait super mal à mon cœur de voir ça. Death Note. Enfin, c'est quand même. Enfin, quand on est fan de séries comme ça, on se dit, mais la personne qui a produit ça, elle essaye de me faire du mal, quoi. Donc, de nouveau, ressentiment. Et il y a aussi ce côté. On est dans une mauvaise période. Dans les productions, j'entends. Last Chance You, les dernières saisons, pas terrible. Terrace House, dernière saison, gros flottement, pas terrible. Si on fait le bilan, il y a beaucoup de choses qu'ils ont produit il y a pas longtemps, en dehors des pépites dont j'ai parlé, qui sont médiocres. Mais après, c'est une question de période, c'est-à-dire qu'on se pose la question 6 mois avant, on se dit pas ça. Donc c'est juste qu'il y a un effet, en ce moment, je trouve que c'est un peu moins bien. Mais je veux vraiment bien croire que c'est un effet de juste, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, et c'est un effet de catalogue. Là, c'est pour ça que j'ai pas envie de couper mon abonnement. Concrètement, l'abonnement coûte plus ou moins une place de ciné à Paris tous les mois, et ça donne quand même plus que un film par mois, très clairement en termes de contenu. Donc voilà. Par contre, là maintenant, c'est presque le prix, c'est presque le prix d'un abonnement illimité au cinéma. Bon, là, l'expérience est quand même différente, donc ça se discute. Donc en fait, le truc, c'est que ça commence à arriver à un prix où on se dit, si on compare à Prime plus OCS ou Disney plus OCS, etc. Je suis pas sûr qu'en termes de qualité, on serait perdant. Donc c'est juste un catalogue qui est tellement global, enfin qui est tellement énorme qu'il y a de tout, quoi. Squid Game, c'est bon, on n'en parle pas, mais ça a été un phénomène et ça reste une très bonne série. Enfin, le phénomène n'est pas basé sur rien. Donc il y a vraiment, c'est une machine à faire de tout. C'est le géant qui fait de tout, qui a du bien, qui a du pas bien, et puis il faut pas oublier ce catalogue immense de trucs du passé. Alors pour ça, on va faire une vidéo qui sort cette semaine, qui est sur justement les films qui sont le plus à retenir du vieux catalogue de Netflix. Et il y a beaucoup de films exceptionnels. Donc vraiment, Netflix, on peut pas la juger. Elle est trop immense et elle est trop nuancée pour qu'on puisse dire c'est une série, c'est pas bien, c'est bien, etc. Le prix, c'est à chacun de juger si c'est son prix. Mais par contre, ils essayent vraiment d'être almanach, quoi. Ils essaient vraiment d'avoir tout. Et dedans, il y a des trucs exceptionnels et des trucs qui le sont moins. Mais bon, je note quand même les gros succès parce qu'ils sont dans les plus gros succès de production en ce moment. Tu veux ajouter quelque chose ?
Non, je te rejoins complètement sur Netflix et c'est vrai que j'ai hâte de faire cette vidéo sur les films, les meilleurs films de la plateforme. Et je terminerai juste, je vais en profiter, on le fait pas assez, pour dire que les informations que j'ai citées en début de vidéo sur les chiffres, donc les résultats financiers, les insides sur les messages qu'ont donnés les dirigeants de Netflix avec du coup leurs actionnaires, sont des informations que j'ai retrouvées sur les sites de Collider, de Slash Film et de Variety. Voilà, donc c'est plutôt des informations qui sont devenues mainstream. Mais si vous êtes curieux, c'est sur ces 3 sites que vous trouvez encore un peu plus d'infos. Des bisous à tous, merci, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao. Ciao.